Toutes les personnalités se connaissent dans ce pays. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. On fait le tour de plusieurs univers pour épicer votre heure du déjeuner en passant du goût des sciences à celui du cinéma avec quelques doses de développement personnel, de culture et bien sûr de générosité. En seconde partie d'émission, interview exceptionnelle avec la seule femme à détenir une unité moderne d'abattage de volailles au sein de l'abattoir de Port-Bouët. Bonjour chers tous, bienvenue, joyeux mercredi en notre compagnie et surtout prenez du bonheur, du plaisir. D'ailleurs on en a énormément ici en compagnie des élèves du lycée municipal de Datécoubé. Alors, je salue toute la table. Bonjour Riz, bonjour aussi à notre très chère Andrea. Bonjour à vous. Bonjour Saïsbol. Bonjour ma beauté Cassandra. Autant vous prévenir avant d'être rejoint par Alissar qu'aujourd'hui le défi du jour consistera pour le chroniqueur désigné à faire passer un message de soutien à la famille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, donc c'est une mission assez particulière pour vous, voilà, très sensible. J'espère que vous trouverez les mots justes et l'émotion aussi pour accompagner votre adresse à cette famille que nous soutenons de tout cœur. Ouais. Ceci dit, retournons tout de suite, vous le savez, et c'est l'avantage de suivre cette émission C'est Midi, d'y participer surtout à l'un des moments vécus par Madame Claudine Bakayoko, qui avait été ici invitée le 17 décembre 2019, dans une émission diffusée sur le thème « Mon fils a souffert de la maladie de Hirschsprung ». Et voilà, après son passage, elle en a bénéficié énormément puisqu'elle a reçu plusieurs appels de parents ayant le même problème avec qui elle a partagé. Et puis son ONG également, dans la foulée, a bénéficié de plus de prestige. Tout de suite, en témoignage dans le retour sur C'est Midi. Il a 1 an. Au lieu d'être en train de faire l'anniversaire de son premier-né à 1 an que tout le monde fête, nous, on était plutôt à l'hôpital. On était à Abidjan pour faire son intervention chirurgicale. Et en quoi consistait cette intervention chirurgicale? Alors, ce que le professeur avait dit au départ, c'est qu'on venait pour le soigner. Donc, on vient pour enlever la partie de l'intestin qui ne fonctionne pas. Et donc, on était tout contents. On s'est dit, bon, ben, c'est bon, on fait l'intervention et on n'en parle plus. Malheureusement, non. Quand ils ont fait la première intervention, ils l'ont plutôt mis en colostomie. Mon retour d'expérience, c'est qu'après mon passage, qui avait pour thème « Mon fils est né avec la maladie de Hirschsprung », j'ai eu beaucoup d'appels de la part de parents qui se sont sentis soulagés de savoir qu'ils n'étaient pas les seuls dans cette situation. Donc, le fait d'avoir un enfant qui est mis en colostomie et tout ça. Donc, on va dire que mon passage à la RTI et à C'est Midi a permis à certains parents d'être soulagés. C'est surtout ça, le soulagement des parents, la prise en charge un peu psychologique. Et ça a permis aussi à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier de savoir la réalité qu'il y a derrière la stomie des enfants malades dans nos CHU et partout en Côte d'Ivoire. Et voilà, la communication, le partage, la solidarité. Voici un bien bon secret de résistance et de résilience face aux challenges du quotidien. Allez, on parlera tout de suite, sans tarder, de cet instrument. Bon, c'est même, disons, un accessoire, finalement, incontournable aussi de nos différentes maisons. Effectivement, un accessoire qui a révolutionné la vie de millions de femmes et qui continue d'être utilisé, pourtant inventé en 1892 par Sarah Boone. Je vais parler de la planche à repasser. Il n'y a pas que les femmes qui l'utilisent aussi. Et effectivement. Il y a aussi nous. Généralement les hommes même. Les blanchisseurs, elles sont des hommes, non? Oui. Aloussène Sidibé, c'est histoire et invention. Alors aujourd'hui, on parlera
Une femme extraordinaire, exceptionnelle, une femme très ingénieuse. Je veux parler de Sarah Boone, ancienne esclave, couturière. Cette dame a révolutionné la vie de millions de femmes avec son invention, un appareil pratique, utile, un appareil qui permettait à des femmes de, de mettre en forme leurs vêtements. Parce que les machines, sinon les appareils, sinon les planches à repasser, parce qu'elle a inventé la planche à repasser, les planches à repasser de l'époque n'étaient pas adaptées pour mettre en forme les vêtements des femmes. J'ai même ramené un fer à repasser, Alou, toi, t'as super. On se moque pas, on ne se moque pas de mon fer à repasser. C'est un fer à repasser qui nous vient de 1882. C'est Henry. Il aurait dû être un fer à charbon et pas un fer. Imaginez que c'est un fer à charbon. Imaginez. Les planches à repasser en bois de l'époque n'étaient pas adaptées pour repasser, comme je vous l'ai dit, les formes des vêtements des dames. Je parlais des contours, des largeurs, je parlais du cou, des manches et tout. Et donc, Sarah Boone invente une planche à repasser adaptée, utile, pratique pour toutes ces dames-là, pour leur permettre de repasser toutes les formes de leurs vêtements, pour faire ce geste-là, pour essayer d'étaler le vêtement sur la planche. Vous comprenez? Je fais le geste, imaginez là-bas la télévision, parce que tout le monde au plateau ici, on l'imagine, pour étaler le vêtement, parce que les planches de l'époque en bois n'étaient pas adaptées pour étaler le vêtement, pour prendre toute la largeur, pour prendre toute la forme. Vous savez combien de fois, chères dames, vos vêtements sont compliqués à repasser. Et j'ai jamais compris pourquoi, quand un homme fait un job pour se débrouiller, il est blanchisseur. J'ai jamais compris. Il n'y a jamais une dame blanchisseur. J'ai pas compris. C'est pourquoi nous, on se rattrape derrière. On se rattrape derrière. Non, attention, faut pas le dire ça. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré. J'en ai pas vu. C'est pourquoi nous, on se rattrape derrière lorsqu'on vous marie, très chère dame. C'est vous qui faites le repassage à la maison. Mais n'importe quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre inventrice, parce qu'on est dans le mois des dames. Bye. Ok. C'est bien compris. Lucène, et la technique de la veste à retirer. Déshabillage de sa collègue. Allez, on va voir si lui, à son tour, il a... Oui? Elle allait se laisser déshabiller comme ça sur le plateau, là. Non, mais c'est une fille très sympa. Ouais, franchement, j'aide mon collègue dans sa chronique. Sympa, mais pas facile. Attention. Alors, lui a sûrement repassé sa tenue avant de se pointer à ce rendez-vous. Il est très attendu. Nous allons tout de suite inviter pour vous un artiste qui a bénéficié de la générosité du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est une générosité qui a dépassé les frontières, vous le savez. Lui, c'est une grosse star venue de l'Espagne. Il est à Abidjan pour participer au concert de ce soir au stade Debampe. S'il vous plaît, soyez invités. Señor Augusto del Dinero. Señor Augusto del Dinero, allez, por favor, avec la Costa de Marfil. Côte d'Ivoire, marfileño, j'avoue, bisous, vraiment. Así, por favor. Yeah. Bienvenue, je sais que vous bidouillez la langue française. Poco el francés, dans la républicaine de la mañana del derecho. D'accord. Mais espagnol, français, poco. Ok. Alors, qui parle espagnol autour de la table? Est-ce que vous allez chanter ce soir? Sur scène. Oui, elle cantado. Ce soir, tous les Ivoiriens. Je n'ai que pour l'hommage au Premier ministre, parce que c'est quelqu'un qui est généreux. Parce que moi, c'est mon album, El Hombre No Nada. El Hombre No Nada, l'homme n'est rien, c'est lui qui est le producteur. Et vraiment, la reconnaissance, pour Nada, on est poco, elle sale del Bimpo, de la Nyamano, du Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. On sera là pour tous les Ivoiriens pour venir, parce que j'ai plus de 30 albums et aujourd'hui je joue Muchas gracias. Muchas voilà, plus de 32 chansons pour moi. Okay. Voilà, et je remercie tout. Merci beaucoup. Muchas gracias. Alors comment on dit allez-y. Jean-Michel, vous êtes sûr des origines de votre artiste là? Oui, avec son espagnol un peu, voilà. C'est notre invité, de toute façon. Vous parlez. Il a parlé son espagnol, laissez ça comme ça. Voilà, aussi simplement. Okay. J'aurais bien voulu vous introduire en langue espagnole, mais bon,
Malheureusement. Je ne parle pas du tout espagnol, je parle un peu allemand, oui. Bon, donc on va faire 100. Développement personnel, aujourd'hui, très important d'évoquer cette matière. Pourquoi? Parce que ça permet à tout le monde de retrouver confiance en soi. Voilà. D'accord. Alors vous allez nous livrer quelques petits points. Oui, aujourd'hui on va parler du silence. Le silence. Wow. Ah, le silence, c'est une arme ou un secret? Le silence. C'est vrai. Alors le silence, est-ce une arme, un secret, un avantage? C'est les trois. Les trois à la fois, d'accord. Allez, tout de suite, on découvre les détails. Cassandra à Samoa, c'est à savoir. Comme je disais tantôt, on va faire une petite piqûre de rappel aujourd'hui et on va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi est-il important de savoir garder le silence? Alors on nous dit que le silence, c'est l'attitude d'une personne qui reste sans parler. C'est le fait de ne pas divulguer ce qui est secret. Mais le silence, comme Jean-Michel le disait, c'est une arme redoutable pour celui qui sait l'utiliser et un bon compagnon lorsqu'il y a conflit. Alors c'est vrai qu'on a tendance à trop vite parler. On veut en découdre, pensant que la clé se trouve dans ce qui est dit. Alors que parfois le silence a un bien plus grand pouvoir que toutes les paroles. Pourquoi? Alors premièrement, il permet d'avoir la main dans certaines situations de conflit ou de négociation. Deuxièmement, il permet de découvrir qui est la personne en face de vous. Elle s'énerve, elle crie, elle se dévoile et vous observez et vous ne dites rien. Troisièmement, il permet de ne pas constamment livrer à autrui son mode d'emploi. Tous nos projets, on se tait, on nous regarde, on ne dit rien. Alors c'est vrai, des fois on veut en découdre, ça va voir, je veux parler, je veux me défendre, je veux en découdre, mais il faut retenir que le silence est un outil. Oui, c'est un positionnement intérieur et une force difficile à acquérir, c'est vrai, mais lorsqu'on sait être silencieux, alors on sait écouter le silence et entendre ce qui s'y murmure. La source, Journal du Net. Merci Jean-Michel. Ah, c'est nous qui vous remercions. Je ne sais pas s'il faut vous répondre avec le silence. Bien dit, bien joué. D'accord, bah écoutez, avec des applaudissements, c'est bien meilleur. Merci beaucoup. Est-ce que le silence a une signification particulière dans l'univers cinématographique? C'est vrai qu'on a connu l'époque du cinéma muet, on n'y est plus. Oui. Mais le silence est très important au cinéma parce qu'avant de faire une prise, on demande toujours le silence dans la salle, justement pour que le son soit parfait. Donc à ce niveau-là, ouais, le silence est important au cinéma. Alors silence, action. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. J'arrive aujourd'hui, merci cher public, j'arrive aujourd'hui comme un oiseau de mauvais augure, oui, pour vous annoncer de mauvaises nouvelles. Le cinéma ivoirien est tombé. Voilà, tous les cinéastes en ce moment sont plus bas que terre parce que tous nos espoirs que nous avons mis en le film La Nuit des Rois se sont envolés. Pourquoi? Tout simplement parce que le lundi... Pourquoi est-ce que c'est une raison pour dire que le cinéma ivoirien est tombé? Oui, c'est une raison. Enfin, Jean-Michel, c'est une énorme raison parce qu'on s'attendait vraiment à recevoir des choses que je vais vous dire là, tout de suite et maintenant. Toute la Côte d'Ivoire était à fond sur ce film-là, donc voir que ça n'a pas abouti, voilà, nous sommes dévastés. Mais déjà, on peut se féliciter d'avoir eu une telle nomination. Bah, en même temps, quand on va... À un tel niveau, non. Quand on va à une compétition, on ne va pas pour prendre les petites miettes qui sont à côté, on va justement pour remporter ce qu'il a remporté et se retourner. On ne va pas se contenter du peu qu'on nous a donné, je suis désolée. Ils ont donné le meilleur, ils n'ont pas Nous mérité. sommes tristes, Jean-Michel. Peu importe ce qu'on a reçu à côté là. Nous, les cinéastes, nous sommes tristes parce que La Nuit des Rois n'a pas été sélectionnée, n'a pas été nominée aux Oscars de cette année 2021. Voilà. Le film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte ne fait pas partie de la shortlist des nominés aux Oscars 2021. Pourquoi? On se le demande parce que le prix a remporté pas mal de succès, pas mal de prix. Il est passé ici en salle, voilà, le public ivoirien l'a très bien accueilli, le film est bon. On l'a vu, on se demande mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans mes recherches, en fait, je suis allée chercher. Jean-Michel disait tout à l'heure que mais pourquoi on ne se contente pas vu qu'on a été présélectionné? Donc, je n'ai pas utilisé le terme contenté. Enfin, vous avez dit un peu la même chose. Je ne suis pas dans le contentement, non, pas du tout. Vous avez dit que c'est déjà pas mal qu'on soit présélectionné. Il faut apprécier les petites évolutions. Mais vous savez quand vous avez déjà... On va cracher sur les évolutions. Je suis d'accord, mais vous savez, quand vous avez déjà goûté au miel, c'est difficile de se... Mais on n'a jamais eu un Oscar. C'est une information que je vous donne, très peu le savent, mais la Côte d'Ivoire a déjà remporté
remporté un Oscar. C'était lequel? En 1977, avec le film La victoire en chantant, du réalisateur Jean-Jacques Arnaud. Très peu de personnes le savent, mais c'est lors de mes recherches que je l'ai su. Le film est sorti en 1976. Il a remporté l'Oscar du meilleur film international en 1977. Le film a été déclaré dans un premier temps comme un film franco-ivoirien. C'est pour ça que je dis que les gars des Oscars, ils ont un petit problème avec nous. Parce que le film a été déclaré comme un film franco-ivoirien. Dès qu'il a remporté l'Oscar, il est devenu franco-germano-ivoirien. Les Allemands sont venus mettre pour eux dedans. Ensuite, il est devenu franco-germano-helvéto-ivoirien. Les Suisses sont venus mettre pour eux dedans. On ne sait pas, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont avec nous, en fait? C'est pas grave. Comme on a déjà eu notre premier Oscar. C'est dû à quoi, tout ça? Ah, mais enfin, le réalisateur est français de base. Il s'est avéré que dans le côté maternel, il est un peu allemand, donc les Allemands sont venus réclamer des droits. Ensuite, les Suisses sont venus aussi réclamer. Enfin, c'est parti dans tous les sens. C'est quoi le côté ivoirien du réalisateur? Le film a été tourné en Côte d'Ivoire, avec des acteurs ivoiriens. Donc le réalisateur, quand il a déclaré le film, il a déclaré comme un film franco-ivoirien. Et quand vous faites vos recherches, j'ai dit La victoire en chantant, vous verrez que le film est reconnu comme un film ivoirien qui a remporté un Oscar. Voilà, donc on a déjà notre Oscar ici. C'est la raison pour laquelle, quand on est présélectionné, on s'attend à aller reprendre le deuxième Oscar. Quand on ne l'a pas, on est fâché. Voilà. Oui, voilà. Bon, voilà, on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas les seuls. Il y a aussi le Cameroun qui a été aussi entre griffes éjecté de la liste avec le film de Fisherman Diary. Je ne sais pas si c'est comme ça, Diary. Hein? L'anglophone. Merci. J'allais dire ça en espagnol, mais bon. Voilà. Ça donne quoi en espagnol? Il faut laisser. Des réalisateurs Eno John Scott et Kan Kitus, un film qui a été plébiscité au Cameroun, qui fera d'ailleurs son apparition sur Netflix. Les Américains aussi disent que c'est pas bon pour eux aussi. Ça passe pas. C'est pas grave, on a compris, on a accepté. Bon, on a au moins un petit lot de consolation, comme il faut se contenter des choses. Bon, il y a un film tunisien qui reste dans la liste, c'est le seul film africain en tête dans la liste. On a le film du Tunisien Kauter Ben Ania qui a pour titre L'homme qui a vendu sa peau, qui est toujours en compétition. On espère qu'il va nous ramener ce fameux Oscar. On espère. En attendant notre deuxième Oscar, on va se contenter de la nuit ivoirienne du 7e art qui est la Nissa, qui aura lieu le 27 mars prochain. Voilà. Moi, j'y serai, puis je vais vous ramener les petits documents, tout ce qui s'est passé là-bas. Là. Je viendrai vous dire. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup. Président, quand vous allez en salle de cinéma, qu'est-ce que vous préférez regarder comme genre de film? Plus les films d'action. D'action. D'accord. Et vous allez nous parler d'un homme d'action? Justement, un homme d'action. Des actions, des traces laissées? Oui, un homme d'action. Nous allons revenir sur le parcours d'un mécène qui est parti trop tôt, et ce sera tout à l'heure après le jingle. Rizian, c'est famille. Salut à toutes et à tous. L'un de nous, l'idée de vouloir raviver la douleur qui est celle des proches du Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko. Mais comme vous le savez, ces familles, c'est la solidarité, la générosité, les œuvres humanitaires. Tout le monde s'accorde donc à dire qu'il avait un cœur grand, que c'était quelqu'un de bon. On dit de lui aussi qu'il avait un cœur grand comme l'univers, tant sa gentillesse n'avait pas de limite. Alors, l'équipe de ces familles a décidé de faire un zoom sur les actions du Monsieur Bakayoko. Et là, tenez-vous bien, il est le fondateur de Mayama. La fondation Mayama a été créée en 2014 par Monsieur le Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko en hommage à sa défunte mère, Mayama Bakayoko. Cette organisation politique laïque à but non lucratif est l'œuvre du Premier ministre. Son objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, promouvoir les droits de celles-ci, aider à l'autonomisation des jeunes désœuvrés, promouvoir les droits des enfants de la rue, soutenir les personnes en difficulté. Plus précisément, la Fondation Mayama œuvre à la scolarisation plus accrue des filles, à la protection des droits de la femme, à la facilitation de l'accès des femmes aux moyens de production, à l'accès des femmes aussi au crédit et aux sources de financement. C'est aussi la lutte contre la discrimination et les violences basées sur le genre. La Fondation Mayama, c'est la construction du lycée jeune fille de Séguéla. C'est aussi un don d'un quart de 60 places aux élèves de ce même lycée. C'est chaque année la distribution de kits scolaires dans plusieurs écoles comme l'EPP Kluecha d'Aboubou. 5 millions pour l'opération Isaïe 7.2, verset 6. 5 millions à l'ONG Cœur de Mer d'Atekoubé. 1 million à l'association Cri de Cœur. C'est aussi la subvention pour l'obtention des permis de conduire pour les jeunes d'Abobo. On pourrait en citer une trentaine. Mais cependant, il est clair que l'on retient de lui un grand homme politique.
Tenez-vous bien, il a été reçu par Feu le Président, Félix Houphouët-Boigny, très jeune. Mais ce que nous allons retenir aujourd'hui, et ce qui nous importe, c'est Ambak le mécène. Alors, nous avons foi que les œuvres de la Fondation Mayama seront perpétuées de la meilleure des manières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À mercredi prochain, et surtout, pensez à faire du bien autour de vous. Merci beaucoup, Président. Seigneur Augusto, est-ce que vous êtes un artiste généreux je sais, dans votre expression musicale, mais est-ce que dans la vie, vous participez ou même produisez des œuvres de charité? Si, Seigneur Augusto, il fait les charités dans le Madrid. Pour donner une partie de moi. Parce que même les chansons, il y a les concerts gratuits, je fais. Et dans le stade del Madrid, je donne à les enfants orphelins. Ok. Poco, nada, un derecho. Mais je suis très content pour Costa les Ivoiriens pour votre émission. Ça, on a la même chose comme ça en Madrid. On a même ça comme ça, c'est le midito. En Madrid, les gens qui regardent sur nos télévisions. Et j'ai beaucoup content pour femme ça. C'est El Cuidado. Ça là, il a parlé de tétois. En Espagne, quand on dit tétois, on dit Cuidado. Son Cuidado était très bon, son parole. Moi, j'ai beaucoup aimé son silence. C'est très bon. C'est très bon. D'accord. Seigneur, vous avez bénéficié de la générosité, de l'altruisme du Premier ministre. Comment vous a-t-il assisté, aidé ou ouvert son cœur? Vous voulez dire, Ahmed Bakayoko, sa générosité, c'est pas moi seul, même toute ma famille. Pour donde una escolado même mon premier enfant, il a la scolarité. Même mon album que j'ai dit, L'homme n'est rien, El hombre no nada. Voilà. C'est lui qui a le producteur. C'est pourquoi j'ai payé moi-même mon propre billet d'avionnette pour venir pour participer à le concert aujourd'hui. Parce qu'il faut être reconnaissant quand les gens il est vivant. Il a fait quoi? Nada poco, on a respecté les gens, il ne peut pas ce qu'il veut, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et même en mon ciudad, dans le contraire, del mañana dont el hombre assis. Pourquoi? Il a fait ça. Donc c'est très bon. Ok. Allez, je tiens à vous rappeler que pendant que vous suivez cette émission, vous aurez sur notre page Facebook la latitude de participer au sondage pour désigner l'un des chroniqueurs du jour qui devra passer un message de soutien à la famille de notre très regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko. Allez, tout de suite, on se fait une page publicitaire et on revient pour recevoir Alice Arzenard et Paulus Agathon. Merci de nous suivre en direct sur RT1. On parlera musique très fraîchement avec Alice Arzenard. On prendra une question qui vous tient à cœur et qui a été collectée par notre cher Paulus Agathon. Sans oublier qu'il y a ce sondage en cours sur notre page Facebook pour désigner le chroniqueur qui devra ce jour passer un message de soutien à la famille de notre regretté Premier ministre. Et puis on n'oublie pas, l'échange est très attendu avec la seule femme à détenir une unité moderne d'abattage de volailles au sein de l'abattoir de Port-Bouët. C'est exceptionnel, c'est à saluer et ça arrive dans pas longtemps. On n'oublie pas qu'on a un invité dans cette émission qui utilise bien l'expression espagnole. C'est notre cher artiste, Señor Augusto del Dinero, qui sera sur scène, bien sûr, ce soir, s'il le garantit toujours. Alors, Señor, vous serez sur scène, vous allez chanter ce soir au stade des BMP? Ouais, c'est... Si. Ouais, c'est 33 chansons. C'est 33 chansons que je chante. Mais vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres artistes. Non, pourquoi on ne respecte pas c'est les gros sacs qu'on les privilégie. C'est pas ma faute quand les organisateurs m'ont appelé, m'ont dit, Seigneur, tu es trop bon. 33 chansons. Moi-même, je voulais faire 20, mais on m'a demandé pardon. Donc c'est pour dire comment il faut aller. Sinon, j'ai une chanson, un avant-goût rapidement pour vous. Ok, d'accord, ça me fera plaisir. C'est Hombre está no nada, l'homme n'est rien. C'est ça qui cartonne. En 24 heures, c'est 3 milliards de vues sur YouTube. Tiens, on apprend là. El hombre está no nada. El hombre, si yo, por fácil, es nada. Alors la suite, c'est pour ce soir.
Franchement, avec vous, c'est la musique, le rire et les chansons, en fait. Voilà. D'accord. Allez, Alissa, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Allez, merci de nous avoir rejoints. On va Alissa. rester toujours sur cette fibre musicale avec vous pour évoquer l'actu liée aux artistes. Les artistes qui seront présents ce soir pour la veillée artistique de notre Premier ministre qui nous a quittés, malheureusement un peu. N'oubliez pas de sortir la voix. Hein. Yeah, c'est l'émotion. Le Premier ministre était un homme plein de vitalité, un grand jovial. Allez, tout de suite, votre écran. Alissa Zena Khalil, c'est Midi People. Alors, comme vous le savez, nous sommes en deuil, l'Afrique est en deuil, le monde entier est en deuil, car nous avons perdu notre Golden Boy, notre Premier ministre. Et ce soir, nous aurons la veillée artistique qui sera au stade d'Empembe. Voilà, Ebempe, vous voulez dire? Ebempe, excusez-moi. Voilà. Plusieurs artistes sont attendus, Fally Ipupa, Dadju. Il y a des artistes qui ont déjà effectué les déplacements. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, on aperçoit Fally Ipupa, Koffi Olomide, Assalfo et notre doyen Alpha Blondy. Donc, une pléthore d'artistes nationaux et internationaux. Les hostilités démarreront à partir de 18h et se termineront à l'aube. Donc, venez massivement pour rendre hommage à ce grand homme. Merci. Ce sera tout hein, pour votre rubrique aujourd'hui. Oui. L'essentiel, c'est le gros rendez-vous de ce soir qu'il ne faut surtout pas manquer. Le dernier hommage. Hommage plutôt musical. Musical, oui. Il faut préciser que c'est l'hommage musical. OK. Allez, merci beaucoup, Alissa. Paulus Agathon, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, cette semaine, vous vous êtes intéressé à une préoccupation sur les réseaux sociaux. Oui, et la préoccupation à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, c'est une préoccupation qui est en rapport avec la crise sanitaire que nous traversons. Et on l'aborde juste après le jingle. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Alors, la question à laquelle nous tentons de répondre, je le disais tantôt, elle est relative à la crise sanitaire. Elle est de Issouf Le Sage Koulibaly. Il demande si est-ce que là où le Covid disparaîtra un jour, est-ce que les Ivoiriens auront le vaccin et se feront véritablement vacciner? Parce que beaucoup de personnes doutent de son efficacité. Alors déjà, il faut savoir que pour ce qui est d'une éventuelle disparition de la Covid, il y va de l'implication personnelle de chacun. Les différentes autorités étatiques font de leur mieux pour lutter contre cette crise sanitaire, mais tant que nous n'appliquons pas les prescriptions qui sont données, notamment le respect des mesures barrières, il sera difficile d'en finir avec cette maladie. Alors, relativement à la vaccination, pour ce qu'on constate au Palais de la Culture, même s'il y a beaucoup de réticences, on va dire que la population va tout de même se faire vacciner. Il y a également d'autres lieux de vaccination. Et c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que dans le cadre du programme COVAX, la Côte d'Ivoire a retenu 504 000 doses de vaccins pour lutter contre la Covid-19. 504 000 doses sur 2 40 000 doses qui sont attendues dans le cadre de ce programme. Alors, le COVAX, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un dispositif des Nations Unies qui travaille en faveur de l'octroi de vaccins gratuits aux différents pays du monde. Voilà. Mais sauf changement, il y avait également des commandes de vaccins qui avaient été entamées et financées par l'État de Côte d'Ivoire, puisqu'on devrait recevoir au moins 5 millions de doses de vaccins. Alors, ce vaccin-là, c'est quoi son objectif ou son efficacité? Est-ce qu'il nous permet de nous prémunir durablement contre la Covid ou c'est un vaccin curatif? Donnez-nous quelques détails. Alors, il faut dire que dans le cas de la lutte contre la Covid-19, il y a différents vaccins. Et on a certains qui sont à titre préventif et d'autres, je ne vais pas m'abuser, mais on a eu écho de ce que certains seraient curatifs. Mais de façon raisonnable, il faut dire qu'on n'a jusqu'à ce jour pas de remède définitif en ce qui concerne la Covid-19. Donc, on va s'aligner plus sur un processus de prévention. Voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire, je le disais, est donc le deuxième pays africain, après le Ghana, à recevoir des vaccins dans le programme du COVAX et le premier pays francophone africain à recevoir ces doses de vaccins. Et donc la campagne de vaccination a déjà démarré le 1er mars, mais le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a défini un schéma de personnes prioritaires pour mener à bien cette lutte-là. On a donc le personnel de santé en première ligne, ensuite les forces de défense et de sécurité, ensuite les enseignants.
Et dernièrement, se sont rajoutées les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. Donc, elles peuvent se rendre soit au palais des sports de Trècheville ou encore à l'Institut national d'hygiène publique et dans les autres centres qui ont été dispatchés, on va dire, sur l'ensemble du territoire, pour le moment essentiellement à Abidjan. Voilà. Alors, une fois vacciné, on est protégé pour combien de temps ? Ce sera certainement une question à laquelle je vais soumettre, on va dire, les responsables de la santé pour certainement vous revenir une prochaine fois. La semaine prochaine, d'accord. Merci beaucoup déjà pour l'effort et le travail que vous nous soumettez. Seigneur, est-ce que vous êtes fait vacciner avant de franchir, disons, les frontières de la Côte d'Ivoire? Si. C'est d'ailleurs c'est les formalités de tous les pays. Parce qu'il faut que l'Afrique n'a qu'à prendre ces maladies au sérieux. Nous, on a vécu ça. Moi, attrapé rapidement le corona, 13 fois, 3 fois. Moi. Mais à donc, vaccinado, il faut que les gens n'aient qu'à faire confiance à le vaccin. Nous, on a beaucoup de souffrance. Dans la maladie, ça, en Madrid, Espagne, il y a beaucoup de morts. Il faut que l'Afrique n'a qu'à croire. Si les gens font beaucoup d'efforts, pour faire les médicaments, les vaccinations, qu'on n'a qu'à faire. Pas hésitation. Moi, je vais faire à l'aéroport ici. On m'a fait, c'est très bon. Pour qu'on a j'ai chanté El Corona aussi, ça marchait beaucoup. D'accord. Vous avez chanté? Vous avez une chanson de sensibilisation? Oui, ça marchait très, très beaucoup. Voilà. On peut avoir un petit bout? Oh non, nada, cachito, dinero. Quand mon nom, tu as prononcé El Gusto, El Dinero. Pardon, j'ai chanté un. Cadeau pour vous, mais deuxième, c'est le cadeau. C'est pas... C'est vrai que c'est pas cadeau aussi de faire passer un message commercial sur RTI1. La preuve, tout de suite. Avant de découvrir le chroniqueur désigné pour le défi de ce mercredi, nous avons ici un grand plaisir à recevoir Madame Yaoundri Noël, qui est directrice générale de Marques et Gestes, diplômée en sciences économiques, spécialité gestion des petites et moyennes organisations. Elle a dirigé Marques et Gestes Inter, un bureau d'études spécialisé en consultance pendant 23 ans à Toulouse, en France, avant d'ouvrir en 2010 une unité d'abattage de volailles de 200 mètres carrés avec une capacité de traitement de 3000 volailles jour. C'est la seule femme à avoir une telle unité, ici même au sein de l'abattoir moderne de Port-Bouët. Nous en sommes très très fiers. Nous la recevons juste après ce jingle. Je passe à C'est midi. Madame Yaoundri Noël, épouse Louvel, c'est bien vous? Oui. Allez, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez été aussi, il était important de le souligner, consultante dans la filière avicole pendant toutes ces années passées à travailler dans, disons, ce bureau d'études spécialisé en consultance à Toulouse, en France. Ça vous a mené dans plusieurs pays du continent. Vous avez dirigé des études, des évaluations sur les filières avicoles en Afrique. Et puis c'est en 2010 que vous avez décidé d'ouvrir votre unité d'abattage de volailles en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que cette idée a germé dans votre esprit? Comme je l'ai fait tantôt, au niveau des différentes évaluations, on a eu le malheur en Côte d'Ivoire d'avoir la grippe aviaire. Et une des solutions pour éviter les prochaines grippes aviaires était d'installer des abattoirs aux alentours de la ville d'Abidjan pour éviter que les volailles vivantes ne traversent la ville. Et donc, il y a eu une opportunité d'installer un modèle. Donc, on l'a fait avec le district au niveau de l'abattoir d'Abidjan. Et disons que ce projet est devenu effectif à partir de 2013. Exactement. On n'a eu que des chances. On l'a ouvert en 2010. Et en 2013, il y a eu un grand projet de réhabilitation de l'abattoir de Port-Bouët. Et ça a permis d'avoir un développement consistant. Votre entreprise, c'est l'UMAV, Unité moderne d'abattoir de volailles. Notre entreprise, c'est Marques Gestes, qui possède un abattoir qui est une unité moderne d'abattage de volailles. OK. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour le rectificatif. Quelles sont les activités de l'UMAV? Alors, au niveau de l'UNA, on fait plusieurs activités. On fait du conseil déjà pour les installations, les gens qui s'installent dans l'aviculture. On les aide à mettre en place de la gestion économique au niveau de leurs unités. Une de nos activités, c'est l'achat et l'abattage de volailles.
Volaille, on entend par là les poulets de chair, les poules pondeuses, les poulets africains, les canards, les cailles. Donc, on les abat dans de très bonnes conditions pour mettre à disposition de nos populations de la viande fraîche et puis de la viande saine surtout. D'accord. Donc, achat, vente, livraison, transformation aussi de la volaille, puisqu'il y a toute une chaîne de valeur. Oui, il y a toute une chaîne de valeur au niveau de la transformation des métiers de la viande. Donc, on peut faire de l'abattage, on peut transformer, faire de la découpe, c'est une des premières transformations. On peut aller jusqu'à faire de la saucisse de volaille. Et il y a des déclinaisons encore plus loin pour faire de l'aspect traiteur, pour mettre de la bonne viande à disposition des restaurants, à disposition des familles. L'éventail est vraiment large. Il est très large, d'accord. On adore tous le poulet ici en Côte d'Ivoire. C'est une viande qui est très prisée. Donc vous aurez des questions, surtout Riz Yaron, je le sens qui boue. D'accord. Alors votre vision, votre combat, c'est d'offrir la qualité supermarché à des tarifs étudiés. Vous avez la vision d'offrir aux Ivoiriens le manger bien et le manger sain. Comment vous y parvenez depuis tout ce temps? Alors aujourd'hui, nous faisons de la livraison à domicile. Nous faisons de la sensibilisation. Nous sommes en accord avec des communes pour espace. En dehors même de mettre à disposition de la viande, nous souhaiterons que les jeunes s'intéressent à ce métier, les métiers de la transformation de la viande. Les Ivoiriens aiment la viande, mais les Ivoiriens aiment aussi la bonne viande, la viande fraîche. Donc on fait des livraisons. Nous sommes disponibles et on va commencer un vaste programme d'installation, formation et installation des jeunes qui sont intéressés, bien sûr, par ce type de métier-là. D'accord, on en parlera dans un petit moment, mais déjà, pour parler de manger sain, deux questions. Où est-ce que vous procurez toute cette volaille? Et puis, deuxièmement, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que la viande que vous offrez dans votre unité, que vous servez, soit la plus saine possible? Okay, merci beaucoup. Nous sommes dans une démarche qualité et nos fournisseurs doivent respecter une charte. On ne peut pas travailler. Pour travailler avec nous, il faut avoir des conditions sanitaires acceptables, vérifiées par nos agents. Et nous sommes suivis régulièrement par notre ministère de tutelle à travers ce qu'on appelle la direction des services vétérinaires. Notre abattoir est audité chaque année, mais en plus de cela, nous-mêmes, nous avons mis en place une démarche qualité pour pouvoir valider les viandes qui sortent de chez nous. D'accord. Géant? Oui, pourquoi vous n'avez pas vos propres poulaillers pour produire vos poulets, tout ça, au lieu de les acheter? Alors, on fait confiance en nos fournisseurs. Il faut savoir que le niveau de production de volaille au niveau qualitatif est assez élevé en Côte d'Ivoire. Et c'est une approche filière, c'est toute une chaîne. Il y a des producteurs, il y a des transporteurs, il y a des abatteurs et il y a les consommateurs. On ne peut pas être à tous les endroits de la chaîne. Nous avons choisi un maillon où il y a une opportunité, un maillon où nous sommes à l'aise, un maillon où nous avions un savoir-faire. C'est l'abattage et la distribution. D'accord. Au niveau du coût, ça ne vous pose pas de problème? Au niveau du coût? Non, au niveau du coût, ça ne pose pas de problème. On travaille avec la quantité et puis notre système de travail, on n'a pas des coûts très élevés. D'accord. Voilà. Alors, quel est l'avantage concurrentiel de votre entreprise? La flexibilité, la petitesse de la taille fait que nous sommes assez flexibles. Aujourd'hui, vous pouvez nous appeler pour être approvisionnés pour de petites quantités comme pour de grandes quantités. Nous sommes à l'aise sur ça, on peut le faire. Alors que quand on a un outil peut-être trop gros, c'est toujours compliqué de faire de la distribution de proximité. Alors, seule femme à offrir de tels services au sein de l'abattoir de Port-Bouët. C'est-à-dire que vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire boucher ou bouchère. Nous souhaiterons maintenant qu'on dise bouchère. Bouchère, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous retrouve derrière la volaille en train de découper, l'abattre. Exactement. Oui, avec du sang partout. Et puis voilà, il faut pas avoir peur de mettre la main dans le cambouis. Et tout ça, ça nécessite une formation, puisque vous avez ouvert un volet formation et installation pour les jeunes Ivoiriens intéressés au métier de la viande. Oui. Alors, quel type de formation vous offrez? Alors, on a prévu 2 volets au niveau de la formation. Déjà, une formation de gestion d'entreprise parce qu'on voudrait faire des entrepreneurs, pas des travailleurs. Un boucher, c'est un entrepreneur pour espérer plus tard qu'il puisse embaucher lui-même. Donc, c'est un profil entrepreneur. Il y aura une formation en gestion et puis une formation pratique dans nos ateliers. Donc, il vient s'exercer au métier de la viande chez nous. Donc, vous formez des bouchers, des charcutiers et des rôtisseurs. Et des rôtisseurs. Voilà, ce que nous appelons braiseurs ici. Des braiseurs. Et ça met combien de temps pour chacune de ces formations? Alors, la partie théorique fait 6 mois.
et la partie pratique va faire 1 an. Mais le système va être mis en place pour faire de la franchise, c'est qu'on est avec ces jeunes-là tout le temps. Nous serons ensemble, on travaille. On ne forme pas les installer et partir, on les forme pour être un tissu économique, pour être ensemble et avoir une taille économique. On sera toujours avec eux pour l'approvisionnement et la performance aussi. Dans votre équipe, est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent, des femmes rôtisseurs ou rôtisseuses? Alors, bouchères et charcutières. Alors, nous avions 1/3 de nos effectifs qui est féminin. Okay. Voilà, nous avons une aide charcutière, nous avions aussi des gestionnaires, nous avions des aides bouchères. Voilà. D'accord. Et on voit qu'elles s'en sortent très bien. Ok, alors supposons que je veux créer, parce que vous faites de la consultance. Oui. Je suis un jeune Ivoirien, je veux ouvrir ma ferme. Est-ce que je peux venir vous voir pour prendre des conseils, peut-être en termes de, puisque vous évoquiez le terme de gestion économique, sur comment trouver des acheteurs, écouler mes produits, quelles sont les conditions, enfin les systèmes à mettre en place au sein de ma ferme pour que ça fonctionne très bien. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur la demande sur le marché, les erreurs à éviter, voilà, autant de points qui sont importants pour le jeune entrepreneur que je suis? Alors, c'est une démarche qui est toujours profitable avant de lancer une activité. Nous sommes spécialisés en marketing agricole et dans la filière avicole. Il est toujours mieux de consulter, donc on pourra vous informer sur quelle est la taille rentable, parce que souvent, c'est des passionnés qui viennent à l'agriculture et à l'élevage. Il faut être passionné, mais si on peut en vivre, c'est mieux. Donc, on vous mettra en place des garde-fous qu'il faut, les tailles qu'il faut. On vous accompagne depuis le financement jusqu'à vos premiers bénéfices. Voilà. Donc, vous pouvez venir nous voir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Paul Ségaton, vous avez une question? Non, tout est clair. Tout est clair pour vous, d'accord. D'accord. Alors, avant de terminer, je précise qu'au bout de la chaîne, vous avez des produits, je ne sais pas si vous appelez des produits finis, oui, prêts à être vendus ou prêts pour la consommation. Vous offrez des panais de volaille? On fait de la volaille. Alors déjà, la volaille effilée, ça part de ça. Okay. Elle est entière. Ensuite, on peut la découper. Des portions peuvent être différentes parce qu'on a des gens qui vivent seuls aussi. Okay. À cette caméra, là-bas. Voilà. Tout le monde n'a pas envie d'avoir la totalité de la volaille. Donc, on peut avoir de la volaille découpée. On va dans la transformation au niveau de la charcuterie. On fait de la saucisse de volaille. Voilà, de la saucisse de viande même aussi, on peut vous les faire. Et vous faites aussi des farces? On fait des farces. Des ailerons pour cocktails? Voilà, des ailerons pour les cocktails. Quand vous avez des invités, on fait des farces de volaille à l'aubergine, des farces de bœuf à l'aubergine, aux carottes, à tous les légumes que vous voulez. Notre taille nous permet vraiment de nous adapter et puis de vous accompagner pour une bonne dégustation. Alors, si je veux acheter un seul poulet, est-ce que c'est possible de le faire livrer par votre entreprise? Aucun souci. Il y a juste une participation aux frais de livraison. Donc, puisque cette participation est acquise, si vous avez besoin d'1 gramme de poulet, on est à votre service. C'est super. D'accord. Une dernière question. Une dernière question pour moi. Il ne faut pas que j'oublie cette question, vous allez poser la vôtre. Allez-y, très rapidement. Vous retournez avec tous vos poulets et tout. Alors, on va prendre une minute aussi l'avis de notre invité international, les Espagnols. Je sais qu'ils aiment beaucoup le pain. Quant au poulet, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Alors, Señor Augusto. Si, ouais. Alors, est-ce que vous aimez le poulet? Qu'est-ce que vous pensez de cette offre? Oh, si pour moi c'est une bonne chose. Vous savez, l'Espagne fait partie des producteurs de viande meilleurs au monde. Parce qu'on a les pâturages. Mais ce que je déplore pour l'Afrique, quand je vois les bœufs, ils vont pas se promener sur le goudron. Je vois les enfants, ils les poursuivent, c'est pas bon. Ce qu'ils font, c'est bon. Sinon, nous, on n'a pas compliqué pour l'alimentation. Tous les nourritures, le nom est terminé par O, par A, nous mange. Haricots, cabato, porco-fourreau. Nous mangeons tout ça. Mais je suis très impatient pour le soir parce que le marfileños qui m'a pris à l'aéroport pour mon chambre d'hôtel, il m'a dit que le soir, il va me présenter un plat. Je suis curieux de savoir. Il m'a dit qu'il va m'emporter le coquelet. Bon, je ne sais pas c'est quel plat. Voilà, merci manger beaucoup. Ça pour voir. Merci. Allez, merci beaucoup à vous, Madame Yao Idri Noël, épouse Louvel. Alors, quand j'arrive à Port-Bouët, quand je veux vous retrouver au sein de l'abattoir, qu'est-ce que je dois dire? Parlez un peu ivoirien. Alors, vous parlez ivoirien, vous dites Madame Poulet ou Madame la Propre. Madame la Propre. Là où on tue poulet. Ah, d'accord. Okay. D'ailleurs, vous êtes la seule à le faire là-bas. En tout cas, félicitations. Voilà, merci de passer nous voir. Allez, Paul Ségaton, résultat du sondage maintenant pour terminer. Eh bien, Jean-Michel, au terme du sondage, les internautes ont envie d'entendre quelqu'un et ils ont opté pour Cassandra à 66%.
Waouh, Cassandra qui va maintenant nous rejoindre pour passer son message à la famille du Premier ministre. Il y a le texte de... On m'entend ? Il y a le texte de Acte 24-15 qui me réconforte face à la mort, qui dit « Et j'ai cette espérance qu'il y aura une résurrection tant du juste et de l'injuste ». Madame Bakayoko, je ne sais pas si vous allez voir ces images. Je voulais juste vous dire d'être forte devant cette épreuve, de prendre soin de vos magnifiques bébés et de garder foi en Dieu et de rester vraiment en prière. Tout le monde connaît votre loyauté, votre amour envers votre mari et j'espère que vous allez réussir à vous relever. Merci. Et voilà, c'est avec ce mot que nous refermons cette émission. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. N'oublions surtout pas d'être humains et solidaires. Excellente journée à tous et à toutes sur RTI 1 et on se retrouve à partir de demain. Bien sûr, c'est Caroline Da Silva qui conduira cette émission jusqu'à vendredi. Plein de bonheur chez vous. Salut!